Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un phénomène étrange, ésotérique. Imaginez-vous, nous sommes en 1991. John Hooker et Johnny Matkowski habitaient à Los Angeles en Californie et ils étaient tous les deux écrivains. Pour Noël, le père de John lui avait offert un Polaroid Spectra, un appareil photo instantané. John s'était amusé à prendre quelques clichés, mais il s'en était assez vite lassé. Et puis, par un après-midi des plus ordinaires, alors qu'il était seul à la maison, la porte de la salle de bain s'ouvrit toute seule. Il attrapa son Polaroid pour prendre une photo, mais rien n'apparut sur l'image, et sur le moment, il se traita de tous les noms. Après avoir refermé la porte de la salle de bain, il retourna s'asseoir, et il sentit quelque chose, comme un picotement. Surpris, il leva les yeux et la porte de la salle de bain s'ouvrit une nouvelle fois. Un frisson le traversa et il se mit à trembler. Il avait l'impression que quelque chose était là, tout près de lui, et cette idée le rendait nerveux. Il y avait quelque chose dans l'air, il y avait quelque chose dans la pièce avec moi. Je sentais comme une sorte de picotement, raconte-t-il. Visant le couloir devant lui, il appuya sur le déclencheur, mais il tremblait tellement qu'il photographia le mur au-dessus de la télévision à la place. Il essaya de se calmer. Il prit ensuite une autre photo et il se rassit sur sa chaise, en attendant que l'image apparaisse. La silhouette d'un fantôme commença alors à se dessiner, caricaturale, voire grotesque. C'étaient des photographies polaroïdes, donc vous pouviez les regarder se développer devant vos yeux. Et pendant qu'elles se développaient, il a eu l'impression, une version presque stéréotypée d'un fantôme. Ce fantôme avait l'air tellement, tellement bizarre. Des yeux, des grands yeux, sa bouche hurlante, et ce genre de matière bizarre, vaporeuse, la matière que l'on représente tous pour un fantôme flottant dans les airs. Mais sur le moment, John crut qu'il allait s'évanouir, puis il regarda attentivement la photo, et il en conclut que son père lui avait fait une blague en trafiquant le Polaroid, d'une manière ou d'une autre. Amusé, il prit une autre photo. L'image était similaire, mais la chose semblait s'être rapprochée de lui. Elle était maintenant plus grande. Il se leva et se mit à déambuler nerveusement dans sa chambre. Il naviguait toujours entre l'incrédulité et le déni, quand Johnny Matkowski ouvrit la porte d'entrée. Viens, lui dit-il en faisant signe de le suivre. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur quelque chose. Il lui montra ses photographies et Johnny poussa un cri enthousiaste. Waouh! Elles sont vraiment géniales. Comment as-tu fait ça? Je viens de prendre ces photos, lui répondit-il. Je n'ai rien fait de plus. Non, tu as dû les trafiquer. Et l'autre lui répondant, je te promets que non. Tiens, tu vas voir, on va en prendre une autre. Mets-toi là, juste en face de la salle de bain. Johnny s'avança dans le couloir et John le prit en photo. Les deux hommes attendirent patiemment que l'image apparaisse, et ils se figèrent de stupéfaction. Une silhouette cotonneuse flottait au-dessus de Johnny. Il a pris la photo de moi. Au-dessus de moi se trouvait une forme de type similaire, mais elle était plus grande et plus étrange. J'étais terrifié et je ne savais pas ce qui se passait ni quoi penser. Ils auraient voulu continuer à prendre des photos, mais John n'avait plus de pellicule. Aussi durent-ils finalement abandonner. Après avoir examiné les clichés
et discuté de la forme blanchâtre pendant des heures et des heures, ils décidèrent d'aller acheter de nouvelles pellicules pour le Polaroid. Nous allons découvrir si c'est réel ou non, déclara solennellement John. À chaque fois qu'il ressentait quelque chose, un picotement semblable à un coup de soleil ou qu'il avait la chair de poule, il prenait une photo. Et parfois, pas toujours, la silhouette brumeuse apparaissait sur l'image. Les résultats de leur expérience les encouragèrent à continuer et à se procurer de nouvelles pellicules. Au début, ils n'en parlaient à personne, ils avaient peur d'être pris pour des fous. Mais le secret était trop lourd à porter, et ils finirent par craquer. Finalement, expliqua Johnny, nous avons décidé d'inviter un groupe d'amis et de leur montrer les photos. Nous les avions prévenus, nous avons quelque chose à vous dire. C'est un peu étrange, mais nous voulons le partager avec vous. Nous avons donc commencé à montrer les images, et ils ont posé, vous savez, 1000 questions à la minute. La chose là, quelle qu'elle soit, est ici maintenant demanda l'un d'entre eux. Et John lui répondit, eh bien nous allons le savoir rapidement. Il prit une photo, et tous ses amis s'approchèrent de lui pour regarder l'image apparaître. Et une femme s'exclama, oh mon Dieu. Je pense que c'est un mot, elle ne se trompait pas. 3 lettres se dessinaient en gros sur l'image, et elles formaient le mot oui, yes en anglais. Elles étaient blanches, lumineuses et parfaitement lisibles. Elles semblaient constituées de la même matière pelucheuse que l'entité. Elles étaient dans la pièce, mais c'était comme si elles avaient été écrites dans la lumière et les nuages. Quelque chose venait de rentrer en contact avec eux, et son message était le premier d'une longue série. S'emparant du Polaroid, un homme posa immédiatement une nouvelle question. Êtes-vous un bon fantôme ou un mauvais fantôme? Il prit ensuite une photo, et le mot ami apparut sur le cliché. Je me souviens que c'était assez effrayant, expliqua John. Je me suis dit, quoi? Comment peut-il répondre? Il n'était pas censé répondre. Il était censé nous montrer des images, des nuages ectoplasmiques ou des choses du même genre. Quel est votre nom? Lui demanda-t-il ensuite. Et la réponse fut Wright. Où allez-vous quand vous n'êtes pas ici? Flux. Personne ne comprit vraiment sa réponse, mais ils en conclurent qu'il était dans un flux quelconque. Êtes-vous un fantôme ou un esprit? Dit alors Johnny. Montrez-vous et montrez-nous à quoi vous ressemblez. La réponse fut pas prêt. John et Johnny accueillirent la réponse avec perplexité. J'en bafouille. Ils ne savaient pas vraiment si le fantôme estimait qu'ils n'étaient pas prêts à le voir, ou si c'était lui qui n'était pas prêt à se montrer. Mais au final, ils se sentaient presque rassurés. Aucun de leurs amis ne s'était moqué d'eux, ou n'avait mis leur santé mentale en doute. Ils n'étaient pas fous. Ils n'avaient pas manipulé le Polaroid ni les pellicules. Ils avaient réussi à rentrer en contact avec quelque chose et cette perspective les fascinait. Ils traversèrent la semaine suivante dans un état second. Ils n'arrêtaient pas de penser à leur mystérieux correspondant et ils se posaient une multitude de questions. Qu'est-ce que c'est? Comment puis-je l'intégrer à ma vision du monde? Suite à cette expérience, ils organisèrent de nouvelles réunions en demandant à leurs amis d'amener leurs propres appareils photo. Et ils découvrirent avec stupéfaction que les messages n'apparaissaient que sur les images prises par des polaroïdes Spectra. Je crois que c'est quelque chose dans la composition chimique de ce type spécifique de film qui permet aux images de l'esprit de passer, en conclut John. Ils n'avaient jamais envisagé de rendre leur histoire publique, mais une nouvelle émission sur le paranormal passait à la télévision. Sighting et Johnny ne manquaient jamais un épisode. Parfois, des photos de fantômes étaient proposées aux téléspectateurs et ils s'amusaient à les commenter.
Ce n'est pas vraiment une photo de fantôme, ça. C'est une photo bizarre. Finalement, il décida d'envoyer une copie de leurs clichés à la production, juste pour avoir le plaisir de les voir à la télévision. Mais l'affaire prit une toute autre tournure. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit qu'ils voulaient faire une émission satellite en direct d'1 heure depuis la maison. Tim White, le présentateur de l'émission Sighting, avait été époustouflé par les photographies des messages du fantôme. Il se disait que si les images étaient authentiques, alors elles prouvaient l'existence d'une communication entre le monde des humains et un monde au-delà. L'enjeu était bien sûr de taille. Interrogé, Johnny déclara avoir observé différents phénomènes inexplicables alors qu'il se trouvait dans la maison. Parfois, alors que nous sommes là en train de lire quelque chose, par exemple, je sens une main se poser sur mon épaule. Et quand je me retourne pour voir qui c'est, alors il n'y a personne. Ça me donne comme des poussées d'adrénaline, ou quelque chose du même genre. En tout cas, ça me rend nerveux. L'année dernière, j'ai vu à plusieurs reprises une ombre flottante traverser le plancher, le bureau, le mur. La première fois, j'ai pensé, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment très lent. J'ai cherché d'où cela pouvait venir, mais il n'y avait rien qui pouvait l'expliquer. Et puis apparemment, je suis le seul à avoir vu ça. J'ai vu ce vieil homme debout près du canapé, je l'ai vu du coin de l'œil pendant un bref instant. Puis j'ai tourné la tête et cligné des yeux, il n'était plus là. John décrivit ensuite ses sensations lorsque l'esprit était présent. Je ressens comme un coup de soleil sur mes bras. Je ne trouve pas d'autre façon pour l'expliquer. C'est un picotement, comme un coup de soleil, et c'est comme ça que je sais s'il y a une présence ou non. Il parla ensuite des messages et des différentes photographies qui furent montrées à l'écran. La plupart du temps, le fantôme leur répondait en anglais, mais sur les clichés les plus récents, il s'était exprimé en latin. Nous lui avons déjà demandé s'il était mort dans la maison, expliqua John, et il nous a répondu en latin. Il nous a confirmé en d'autres choses qu'il était bien mort dans cette maison. Les plus grands noms de la recherche psychique avaient été conviés et ils se livrèrent à une véritable investigation. Kerry Gaynor, qui avait déjà enquêté sur plus de 800 cas de hantise en 20 ans, dont la célèbre affaire Doris Biter, dirigeait les opérations. Jamais, jamais je n'ai rencontré de cas semblables, déclara-t-il à la télévision. Les gens qui vivent dans la maison sont là tout le temps. Moi, en tant que chercheur, je viens et je m'en vais. Mais quand quelque chose se produit, c'est tellement excitant, tellement exaltant. C'est un moment de connexion avec l'inconnu et le mystérieux. Alors, armé d'un magnétomètre, il commença à se promener dans la maison pour en faire une lecture. Nous utilisons des magnétomètres pour voir s'il y a des changements dans l'environnement au moment du phénomène. Depuis la première expérience, de nombreux amis de John avaient pris des photos avec ce Polaroid, et les enquêteurs leur avaient demandé de participer à l'émission. Ils les interrogèrent et ils notèrent soigneusement tous leurs témoignages. Pour minimiser tout risque de fraude, ils avaient amené avec eux 4 appareils photo instantanés Polaroid, qu'ils avaient chargés avec des pellicules directement envoyées par la marque et qu'ils avaient contrôlés à de multiples reprises. Edson Williams, spécialiste des effets spéciaux au Brooks Institute of Photography de Santa Barbara,
tendit l'un des appareils et une pellicule à Johnny Matkowski, qui déchira l'emballage avec ses dents. Ok, qu'est-ce qu'on demande cria alors quelqu'un. Un des membres de l'équipe suggéra alors une question. Êtes-vous ici pour les gars ou pour la place? John Hooker répéta la question d'une voix forte, et Johnny appuya sur l'interrupteur. Il prit ensuite la photographie dans sa main, et il la leva en l'air pour que tout le monde puisse la voir durant son développement. Quelques secondes plus tard, la silhouette de John commença à se dessiner sur l'image, avec des mots en latin. Genius Loci. Un frisson d'excitation parcourut les membres de l'équipe. Un des enquêteurs, Martha Elkan, consulta rapidement un dictionnaire anglais-latin. Un esprit connecté à la place, annonça-t-elle. Gary Gaynor, qui avait également apporté son dictionnaire, regarda dans le sien et lut à haute voix l'esprit gardien d'un homme ou d'une place. Est-ce que la plupart des esprits sont de bons esprits ou de mauvais esprits demanda ensuite Martha Elkan en appuyant sur l'interrupteur. 30 secondes plus tard, un surprenant message apparut sur la photographie. Ils sont nombreux au milieu de l'escalier menant au royaume des morts. Les enquêteurs étaient maintenant surexcités. Comme le supposé esprit semblait vouloir communiquer avec Marthe, elle lui posa une autre question. Êtes-vous là depuis longtemps? Et une nouvelle réponse ambiguë, comme toutes les réponses du fantôme, commença à se dessiner. Cette fois, elle était en latin. Et la réponse était tout ça. C'est fini maintenant. Edson Williams examina immédiatement les clichés. Il voulait voir s'ils étaient authentiques ou s'ils avaient été manipulés, et un frisson le parcourut. À un certain moment, j'ai pensé, oh mon Dieu, il y avait un Polaroid qui rendait toute l'histoire encore plus effrayante. J'étais en arrière-plan sur une des images, donc je regardais une photo de moi et le fantôme à côté. Et je me suis dit alors qu'il y avait quelque chose dans la maison. Méfiant, les enquêteurs se demandaient toujours s'ils communiquaient réellement avec un ange gardien ou s'ils étaient victimes d'un canular sophistiqué. À la fin du tournage, les appareils Polaroid et les films furent immédiatement envoyés au Brooks Institute of Photography. Edson Williams passa les images au scanner et il s'aperçut que la texture des mots semblait filandreuse. L'idée lui vint alors d'essayer de recréer le phénomène avec du coton. Il réussit à obtenir une image identique par un jeu de doublons d'exposition. Mais l'opération demandait une longue préparation et une manipulation du film avant la prise. Cela prenait 1 heure et l'idée fut abandonnée. Interrogé, un expert de la société Polaroid de Waltham dans le Massachusetts se révéla incapable d'expliquer le phénomène. Concrètement, je ne sais pas comment ils ont pu faire ça, lui expliqua le présentateur de l'émission. Mais les 2 hommes qui ont porté l'histoire à notre attention nous ont dit qu'ils n'avaient pas manipulé le film. Les témoins qui étaient là-bas et qui ont regardé ce qui se passait ont dit qu'ils n'avaient pas manipulé le film. Est-ce que cela ébranle votre scepticisme? Nous n'avons jamais rien vu de semblable, déclara Howard Worzel en regardant les images tournées sur place. Pourtant, nous vendons des films depuis 50 ans. Nous en avons vendu à des billions de personnes, dont certains qui avaient plus de sensibilité que celui-là. Il est possible que ce soit ce qu'ils disent. Il est possible que quelque part il y ait un flux, et qu'ils aient capturé une image de ce flux. Pour Gary Gaynor, l'enquête continuait. Oh, le potentiel est ici vraiment illimité. S'ils peuvent écrire sur un film Polaroid qui est à l'intérieur d'un appareil photo, que peuvent-ils faire d'autre? Ça dépasse vraiment les limites de notre imagination.
Tim White demanda: est-ce que ça ressemble d'une façon ou d'une autre aux autres cas que vous avez étudiés? Mais non. Personnellement, je n'ai jamais rien vu de tel en 20 ans de recherche. Je connais bien les ouvrages sur le sujet, et je n'ai jamais rien lu de semblable non plus. On lui demanda: de quoi avez-vous besoin pour tirer des conclusions? J'aimerais retourner là-bas et essayer de photographier à nouveau les messages avec mon propre appareil photo et mon film, pour être sûr qu'il n'y a pas une manipulation de la part des gens présents dans la maison. Est-ce que vous trouvez ces photographies plus convaincantes ou moins convaincantes que les phénomènes de hantise habituellement photographiés? Bien, c'est très excitant parce que j'étais là-bas quand les photos ont été prises et que les messages sont apparus, mais comme ce sont des films polaroïdes, ils sont très difficiles à analyser. Il n'y a pas de négatif à étudier. Aussi, ce serait très intéressant d'avoir ce genre de message sur un film avec un négatif. Pour voir si ce n'est pas truqué, c'est ça? Eh bien, il y a deux possibilités. C'est peut-être une sorte de procédé psychokinésique, leur esprit impactant le film lui-même, ou une communication avec un esprit. Et bien sûr, c'est la possibilité la plus intéressante, mais les deux sont excitantes pour moi. Carrie, est-ce que les écrits du fantôme ont changé de manière significative avec le temps? Par chance, ils ont daté leurs photos. Nous les avons classées par ordre chronologique et nous avons clairement remarqué une sorte de croissance ou d'apprentissage de l'écriture. L'écriture à la main elle-même a semblé s'améliorer d'une certaine façon, ce que j'ai trouvé intéressant. Tim White demanda ensuite à Peter James, un médium, un enquêteur du paranormal célèbre, de visiter la maison et d'enregistrer ses impressions psychiques. Il pensait que grâce à son don, il pourrait découvrir une preuve de la présence du fantôme. Peter accepta la proposition sans vraiment grand enthousiasme. Il était sceptique, il avait exploré une multitude de maisons hantées. Et si certains cas s'étaient révélés réels, il avait également débusqué de nombreux fraudeurs. Au cours de toutes ces années passées à fouiller dans le monde du paranormal, je n'ai jamais vu d'entité se présenter elle-même de cette façon. Mais je dirais que toutes ces choses sont possibles et peut-être même que c'est quelque chose de nouveau que je n'ai jamais rencontré. Peter prétendait sentir les vibrations des esprits et communiquer avec eux. En pénétrant dans la chambre à coucher, il déclarait immédiatement: je sens que cet endroit, à l'intérieur de la chambre, est un point chaud. Ou peut-être l'individu est-il mort à cet endroit, parce que là, c'est là que je le sens le plus fort. Quelques minutes plus tard, il perçut télépathiquement une série de noms. J'ai reçu le nom de Gilbert, il y avait aussi un John, un Stéphane, un Steven, un Robert, mais trois m'ont troublé plus que les autres. Ramon dans la chambre à coucher, Evelyne qui est ici, et Amelia qui n'est pas là. Je perçois aussi l'essence de ces trois noms. John Hooker et Johnny Matkowski avaient déjà enquêté sur le passé de la maison, qui avait été construite en 1848, et ils connaissaient le nom de chacun des anciens propriétaires. Ils n'avaient pas partagé cette information avec Peter James, mais le médium avait cité plusieurs noms de la liste. En 1911 et 1912, trois femmes avaient vécu sur place, dont une certaine Amelia. Robert avait occupé les lieux en 1941 et Gilbert en 1966. Après avoir identifié trois fantômes potentiels, Peter James découvrit un vortex au salon, une sorte de portail dont les esprits pouvaient se servir pour passer dans notre monde. Je sens une très forte vibration, comme si quelque chose venait du plancher pour monter au grenier, et j'ai cette sensation de picotement juste maintenant. Et il avait fait aussi très froid à cet endroit. J'ai l'impression que les vibrations traversent mes pieds. Et si vous regardez mes jambes, vous pouvez voir qu'elles tremblent. Il me semble que quelque chose vient d'en dessous, et ça traverse tout mon corps. Il avait l'impression que les esprits se servaient des polaroïdes pour attirer l'attention des occupants de la maison. Johnny prit plusieurs photos du médium debout au milieu du vortex, et les images révélèrent de nombreuses formes vaporeuses autour de lui. Mon expérience aujourd'hui me pousse à vous convaincre que quelque chose se passe ici. C'est ce que déclara Peter James en guise de conclusion.
Lors de son investigation, il avait eu l'impression que le corps du fantôme écrivain était enterré sur la propriété. John et Johnny passèrent des heures à creuser un peu partout, dans l'espoir de retrouver des restes humains, mais en vain. Après leur passage à la télévision, ils reçurent différentes propositions pour participer à d'autres émissions. Au début, ils acceptaient toutes les demandes, mais les réactions étaient tellement négatives qu'ils finirent par arrêter. Les téléspectateurs leur proposaient de l'argent pour être pris en photo avec le fantôme, où ils les traitaient alors de charlatans. Nous ne sommes pas là pour faire croire quoi que ce soit à quiconque, répétait inlassablement Johnny. Nous racontons juste ce que nous avons vécu. Cependant, globalement, ils estimaient leur expérience plutôt positive. J'ai apprécié, expliqua John, tout ce qu'ils ont fait, les scientifiques, l'agent du FBI, l'expert en photographie, pour essayer de réfuter le fantôme. Ils ont même fait une analyse vocale pour savoir si nous étions sincères. C'était une sorte de test de détecteur de mensonges. Il est là pour nous, il n'est pas ici pour être exploité. John Hooker et Johnny Matkowski continuèrent à prendre des photos pendant des années. Au fil du temps, le fantôme devint pour eux une présence rassurante, un ami à qui confier crainte et état d'âme. En tant que personnes créatives, nous doutons beaucoup de nous-mêmes et cela peut être paralysant. À un moment donné, raconta John, nous avons demandé à Wright, devons-nous continuer à faire ce que nous aimons, même si c'est difficile? Et il est revenu avec une photo. Il a dit, les rêves et le destin se confondent. Et nous avons pensé, vous savez, qu'il ne s'agissait pas de réussir sur le moment. Il s'agissait de rêver, de permettre à votre destin de se présenter. Cela a changé notre perspective. Il nous a fait comprendre qu'il était normal de ne pas nous sentir en sécurité, mais qu'il ne fallait jamais abandonner. Finalement, Polaroid cessa de produire des films Spectra, mettant fin à leur merveilleuse aventure. Nous avons pris probablement 11 ou 12 000 photos. Mais maintenant, il n'y a plus de film pour faire de nouvelles images. Alors et vous? Avez-vous avez-vous déjà utilisé des films Polaroid Spectra? Je vous avoue, je ne connaissais pas. Mais peut-être certains d'entre vous ont pu avoir l'occasion d'en utiliser. Avez-vous remarqué quelque chose? Vous est-il arrivé de prendre des photos et d'observer des spectres? Alors, petit témoignage personnel, puisque moi je vous demande d'en mettre, de ne pas hésiter dans les commentaires, je vais vous livrer un témoignage de ce qu'il m'est arrivé de faire. J'étais à Beaune, dans les hospices de Beaune, pas pour boire du vin. Non, mais je visitais les hospices. Vous savez, ces grandes chambres où on voyait des malades alités, image que l'on retrouve dans La Grande Vadrouille, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu ce film, avec les sœurs qui soignent les malades. Eh bien, dans cette grande chambre, bien que ce soit interdit, j'avais voulu prendre des photos. Comme appareil photo, j'avais mon téléphone. Si j'ai bonne mémoire, c'était un iPhone. Et j'ai pris 2 ou 3 clichés. Sans flash, bien sûr, mais j'ai pris ces clichés parce que la lumière était suffisante. Je voulais avoir, quelque part, un souvenir. Et quand je les ai regardés, il y avait bien des spectres qui flottaient. Peut-être était-ce un problème avec mon appareil photo, bien qu'il n'en ait jamais eu. Ou bien j'ai eu l'occasion de prendre en photo quelque chose qui était bizarre, étrange, pour reprendre les mots du texte. Et vous? Livrez-moi vos témoignages. Faites participer la communauté. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une nouvelle vidéo.